Il n'est pas nouveau pour personne que, dans les cas de meurtre en série, les professionnels du sexe ont tendance à être les victimes les plus récurrentes. Généralement, cela se produit parce que le criminel croit qu'il a une mission à accomplir. Autrement dit, pour lui, les professionnels du sexe sont une sorte de déchet qui doit être éliminé de la société. Selon les études de la criminologue Ivana Kazawai, ce type de meurtrier est appelé un missionnaire. Ces victimes, en plus des professionnels du sexe, peuvent inclure des sans-abri et même des enfants en situation de rue. Des exemples notoires inclus dans cette catégorie sont Dennis Nielsen, Gary Ridgway et Robert Hansen. Ainsi, dans le cas d'aujourd'hui, nous découvrirons un infâme tueur en série de Daytona Beach qui, depuis 2007, était traqué par les autorités de Floride jusqu'à ce que ses traces soient finalement découvertes. Entre-temps, la chasse aux criminels a atteint des proportions qui n'avaient pas été vues en Floride depuis les infâmes tueurs en série des années 1990. Alors, sans plus attendre, il est temps de plonger dans cette chasse à un criminel prolifique et extrêmement mortel. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour que je vous raconte tout. Laketa Gunter, 45 ans, était une femme qui travaillait comme employée de ménage pendant la journée. La nuit, elle exerçait comme travailleuse du sexe dans les rues de Daytona Beach, en Floride. On la voyait souvent dans des bars le long de North Ridgewood Avenue et dans des centres d'accueil pour sans-abri, où elle profitait parfois de repas gratuits. Une de ses meilleures amies, Stacy Ditchmer, se souvenait d'elle comme d'une femme dure, à l'humour rugueux, qui semblait souvent fatiguée de sa vie. Laketa avait déjà traversé de nombreuses épreuves, mais ses émotions étaient devenues aussi solides qu'une pierre, et la rue n'exerçait plus aucun contrôle ni pouvoir sur elle à ce stade de sa vie. De plus, elle avait eu 5 enfants, éparpillés dans toute la Floride, qui ne l'avaient jamais revue ni même entendu mentionner. La veille de Noël 2005, Laketa se préparait à perpétuer sa tradition annuelle. Tous les ans, elle restait auprès de sa meilleure amie, Stacy Ditchmer, avec qui elle partageait aussi une chambre. Le 24 décembre, les deux avaient l'habitude de se tenir compagnie en cuisinant un repas de Noël complet. Cependant, en 2005, Laketa décida de faire un saut dans un bar local, appelé Chubby's, situé à l'angle de North Beach Road et de Mason Avenue, à Daytona Beach. Elle indiqua à son amie Stacy de ne pas s'inquiéter, car elle rentrerait avant le début des préparatifs du dîner. La nuit du 24 décembre 2005 s'éternisa et Stacy remarqua que Laketa mettait bien plus de temps que promis. Frustrée, elle resta éveillée jusqu'à 1h du matin. Finalement, elle décida de se coucher. Au matin du 25 décembre 2005, Stacy constata que Laketa n'était toujours pas rentrée. D'abord, elle fut extrêmement déçue et en colère contre son amie qui avait manqué à leur importante tradition. Toutefois, le lendemain, Stacy fut confrontée à une terrible nouvelle. Le corps de Laketa Gunter avait été retrouvé dans une ruelle près de la sortie de North Beach Road. Stacy comprit alors que son amie n'avait probablement même pas atteint le bar Chubby's la veille. On découvrit Laketa vêtue uniquement de ses chaussettes. La cause de sa mort fut identifiée comme un tir de calibre 40 à l'arrière du crâne. Les enquêteurs furent surpris, car tout laissait croire à une exécution. Pourtant, des traces de sperme sur la scène du crime indiquaient aussi une agression sexuelle. Après la confirmation du décès, Stacy prépara une sorte d'affiche que tous les amis de Laketa signèrent. Puis, elle l'afficha dans la ruelle où le meurtre avait eu lieu. Le corps de Laketa fut incinéré en janvier 2006 et les cendres restèrent auprès de Stacy. Dans les années qui suivirent, Stacy Ditchmer continua de se rendre dans la ruelle pour ouvrir une bière en hommage à la mémoire de sa meilleure amie. Plus tard, lors d'une interview, elle déclara « Elle était ma confidente. Je pouvais tout lui dire. C'était la meilleure amie qu'on puisse avoir. Elle avait ses défauts, mais nous en avons tous. » L'enquête stagna, mais le mois de janvier s'annonçait encore agité. Toutes les travailleuses du sexe de North Ridgewood Avenue étaient au courant du meurtre de Laketa, dont Julie Green, 34 ans, qui avait même signé l'affiche commémorative. Son histoire était comparable à celle de sa compagne de rue. À l'époque, Julie était mère de 2 filles, âgées de 11 et 13 ans.
Avant de finir à la rue, elle avait travaillé comme jardinière et toiletteuse pour chiens. Toutefois, en découvrant la drogue, elle s'était enfoncée dans l'obscurité de la rue. Elle était surnommée Sissi et connue pour être capable de séduire quelqu'un avant de disparaître avec l'argent laissé dans une poche de veste. Rapide et insaisissable, Julie était jusque-là une survivante. Mais la donne changea le 13 janvier 2006 lorsque Julie annonça à l'une de ses amies qu'elle allait passer un coup de téléphone depuis une cabine publique située le long de Tomoka Road, dans le centre de Daytona Beach. Comme elle tardait à revenir, son amie supposa qu'elle était partie avec un client ou quelque chose de ce genre. Le lendemain matin, son corps fut retrouvé par un ouvrier sur un chantier de construction. La police, en examinant la scène du crime, constata qu'elle présentait une large blessure à l'arrière de la tête. Dans l'analyse du légiste, il conclut qu'en effet, Julie avait reçu une balle d'une arme de calibre 40 de style exécution et que cela avait également causé la mort de la femme. Les enquêteurs remarquèrent rapidement la similarité avec la mort de Laketa Gunther. Mais la différence, cette fois-ci, était que la victime avait été volée. Près du corps, on trouva des marques de pneus qui, plus tard, désignèrent une Ford Taurus ou une Mercury Sable de 2003. Au cours des investigations, on découvrit que Julie avait laissé une lettre à son petit ami, qui était en prison pour vol. À cette lettre était jointe une photographie de Julie en train de s'amuser avec une jeune fille alors inconnue. La lettre disait « Wamit, tu sors le 3 mars. Je veux rentrer à la maison avec toi. J'ai besoin d'aide. Je suis éveillé depuis des jours. Désolé pour l'écriture. Je suis très fatigué. S'il m'arrive quelque chose, smile, c'est tout. Désolé pour cette lettre si courte, mais tu dois savoir ce que je ressens. Je t'aime toujours. Je veux rentrer à la maison et commencer une nouvelle vie. Je t'aime. Je t'écrirai à nouveau bientôt. Avec amour, Sissi. » À cause de cette lettre, l'enquête s'orienta vers un aspect plus personnel, et on découvrit que Julie avait volé son ami Rick Marcotte, aussi connu sous le nom de Smiley. En l'apprenant, les enquêteurs crurent qu'il s'agissait peut-être d'un crime isolé, lié à la drogue, un type d'incident assez fréquent à l'époque. Lorsqu'ils tentèrent de localiser ce fameux Rick, ils découvrirent qu'il avait été arrêté pour violation des termes de sa liberté conditionnelle, et l'interrogatoire n'apporta que peu d'informations. Rick semblait même ignorer ce dont Julie parlait dans sa lettre. Pendant ce temps, l'équipe d'analyse de la police de Daytona Beach découvrit que, sur la photographie jointe à la lettre, on distinguait une annotation effacée, avec une flèche pointant vers la femme inconnue. On apercevait difficilement l'inscription. « Trouvez-la, elle peut aider. » Néanmoins, la police ne parvint jamais à identifier cette femme et, d'une manière ou d'une autre, personne ne semblait la connaître. Probablement à cause du temps et des ressources déjà investies dans l'affaire, on recommanda peu à peu aux enquêteurs de la classer. Mais pas pour très longtemps. Au nord de Daytona Beach, Ioana Patton, 35 ans, travaillait comme infirmière dans un établissement médical local. Même si elle n'était pas une travailleuse du sexe, elle avait déjà été arrêtée et inculpée de prostitution autrefois. À ce moment-là, il était notable qu'Ioana utilisait toujours l'adresse du centre pour sans-abri de Daytona Beach pour recevoir son courrier. Ainsi, elle était fréquemment vue en train de se promener dans le centre de Daytona Beach. Jusqu'au 24 février 2006, lorsque les autorités reçurent un appel anonyme depuis une cabine publique, le long de Bill France Boulevard. La personne au bout du fil indiqua l'emplacement d'un corps, découvert avec un ami lors d'une promenade sur Mason Avenue. En arrivant sur place, la police identifia le corps d'Ioana Patton. Elle avait reçu une balle d'une arme de calibre 40. Toutefois, le tir ne semblait pas avoir été fait sous forme d'exécution. Les enquêteurs remarquèrent immédiatement deux choses. La scène du crime se trouvait près du service de police de Daytona Beach et à proximité de l'Interstate 95, c'est-à-dire non loin de l'endroit où les autres crimes avaient eu lieu. Ils constatèrent également que la balle dans la tête d'Ioana provenait d'un angle différent, ce qui leur fit penser que la victime avait tenté de se débattre contre son agresseur. Un peu de sperme fut prélevé sur le corps d'Ioana. Quelques jours plus tard, on découvrit le véhicule de la femme derrière un centre de thérapie, entre l'avenue Redwood et Costru. Cette découverte indiquait qu'elle s'était peut-être encore plus rapprochée de la zone où les deux premières victimes, Laketa Gunther et Julie Green, avaient été assassinées. En raison de la possible connexion entre les crimes, le nouveau chef de la police de l'époque,
Mike Shitwood, subit une forte pression de la part de la ville de Daytona Beach. Après quelques semaines de tension au sein du département, il officialisa le lien entre les 3 meurtres. Selon les enquêteurs, quelqu'un prenait pour cible des travailleuses du sexe. Face à cette déclaration, la famille d'Iwana Patton n'était pas d'accord pour dire que la femme était une travailleuse du sexe, même si elle avait été arrêtée autrefois pour prostitution. Pourtant, la police pensait qu'elle était peut-être retournée dans la rue afin de gagner un peu d'argent. Ce débat amena la famille d'Iwana à se montrer méfiante à l'égard de l'enquête. Pendant que régnait cette tension, les enquêteurs du dossier émirent l'hypothèse qu'au moins 2 des victimes étaient montées dans le véhicule de l'assassin et avaient ensuite été emmenées sur le lieu du crime. Ils remarquèrent également que le tueur ne semblait pas se soucier de dissimuler les corps, laissant entendre qu'il s'agissait d'un criminel désorganisé. À ce stade, l'arme du crime fut identifiée par la balistique comme un pistolet Smith & Wesson Sigma Series VE, calibre 40. Un autre élément reliant sans aucun doute tous ces meurtres était la présence d'indices ADN laissés sur place, même s'il ne suffisait pas encore à confondre le coupable. Ainsi, ce ne fut que le début d'une traque discrète d'un tueur en série. La présence de tels assassins n'était pas inédite dans cette région, mais elle demeurait redoutable et considérée comme une urgence. Il fallait arrêter l'auteur de ces meurtres au plus vite. L'une des techniques les plus couramment utilisées pour traquer un criminel en série est, sans aucun doute, le profilage. Ainsi, l'agent spécial du département de police de la Floride, Tom Davis, a théorisé que l'individu en question s'en prenait à ses victimes pour la raison suivante, entre guillemets. Les victimes fournissent un canal permettant au coupable d'agir sur les facteurs de stress dans sa vie. On pense qu'une personne proche du coupable est la source du stress occasionnel. Et elle pourrait donc devenir une victime à l'avenir. D'après ce profil, il s'agirait d'un homme blanc ayant une petite amie ou une épouse envers qui il éprouve une forme de haine ou de ressentiment. Il aurait probablement un emploi lui permettant de payer les services d'une travailleuse du sexe. Il se pourrait même qu'il ait entretenu auparavant une relation avec ses victimes. Le criminel serait aussi un client fréquent et nourrirait une obsession pour les chaussettes. On fit alors remarquer que parmi toutes les pièces de vêtements que conservaient les victimes, la plupart du temps, les chaussettes restaient en place. La police annonça que l'ADN du criminel était archivé, mais qu'il ne correspondait à aucun enregistrement dans les bases de données fédérales ou étatiques. Cela indiquait qu'il n'avait jamais été incarcéré ou, si c'était le cas, il avait été dans un autre État des États-Unis. En avril 2006, les autorités de Daytona Beach commencèrent à recueillir l'ADN de plusieurs suspects potentiels. Fait intéressant, la liste incluait certains noms de policiers de la zone où les crimes s'étaient produits. Pendant cette collecte d'ADN, une femme apparut pour déclarer que son ex-mari était le tueur. Selon ses dires, cet ex-mari souffrait de schizophrénie paranoïde, possédait un lourd passé de violence, et lui aurait avoué avoir tiré à bout portant sur une femme. Cependant, lorsque l'ADN de cet homme fut comparé à celui trouvé sur les scènes de crime, il fut innocenté. Un autre suspect potentiel fut le sans-abri David Gibson Lindsay, surnommé Rick dans la rue, que plusieurs témoins déclaraient apercevoir fréquemment aux mêmes endroits que les victimes. En examinant son passé, la police de Daytona Beach découvrit que David avait déjà été condamné pour le meurtre de sa femme, Christine Winzen, en 1988. Toutefois, son mode opératoire différait de ce à quoi l'on s'attendait. Il l'avait battue puis étouffée avec un sac plastique, écopant d'une peine de 9 ans de prison, dont il sortit en 1987. Après sa libération, il devint l'un des suspects dans l'assassinat d'un homme âgé, Austin E. Jr., qui avait été étranglé et battu à mort en 2001. Le 10 juin 2006, il fut arrêté en vertu d'un mandat l'incriminant pour ce même crime, et fut extradé vers l'Illinois, où avait eu lieu le meurtre. Mais avant d'être transféré, alors que la police de Daytona Beach l'avait encore sous la main, son ADN fut prélevé et comparé à celui du tueur des 3 femmes. Les résultats prouvaient qu'il était innocent, du moins pour ces meurtres. Le temps et les ressources consacrées à l'enquête autour de David suscitèrent la frustration du département de police de Daytona Beach. Le capitaine Brian Skipper, de la division des enquêtes criminelles, déclara « Nous repartons de zéro.
Nous suivons de nouvelles pistes et nous recontactons les gens à qui nous avions déjà parlé au début pour vérifier s'il y a quelque chose que nous aurions négligé. Ce temps perdu aurait pu servir aux criminels pour commettre d'autres actes. Néanmoins, il semblait que le fait que la police détienne son ADN l'avait en partie dissuadé. Il fallut environ 1 an et demi pour que ses agissements soient à nouveau repérés. Au nord de Daytona Beach, Stacey Charlene Gage, 30 ans, menait une vie aussi compliquée que celle des 3 autres victimes du tueur en série. Elle avait commis de nombreuses erreurs dans le passé et, à 21 ans, mis au monde des jumeaux. Sous la pression de remettre sa vie sur les rails, Stacey, qui traînait un long historique de consommation de drogue, avait récemment vaincu sa dépendance au crack. En décembre 2007, elle habitait chez sa grand-mère, laquelle l'aidait à résoudre ses autres problèmes. Le 10 décembre, Stacey emprunta à sa grand-mère un Plymouth Voyager blanc de 1988 afin de se rendre dans une épicerie locale pour acheter des glaçons et divers articles. Cependant, elle ne rentra jamais. Plus tard, sa grand-mère signala la disparition de sa petite fille. Le corps de Stacey ne fut retrouvé que le 2 janvier 2008 par l'agent de police Chris Ryder. Ce dernier venait de garer sa voiture près d'une ancienne église abandonnée, sur Hancock Avenue, à Daytona Beach. Après avoir coupé le moteur, il baissa les vitres et fut immédiatement assailli par une odeur pestilentielle. Il sortit du véhicule et remonta la piste jusqu'à sa source à une quinzaine de mètres. Il découvrit alors les restes en décomposition de Stacey. Le degré de décomposition était tel que le légiste ne put déterminer qu'une seule chose. Elle avait été abattue d'une balle à l'arrière du crâne. La taille de la blessure suggérait un calibre 32, 40 ou 45. Cette fois, il n'existait aucune trace d'ADN, ni sur le corps, ni sur les lieux du crime. Environ 1 semaine plus tard, on localisa le véhicule de la grand-mère de Stacey dans le parking d'un complexe d'appartements près de South Beach Road. Ce lieu était régulièrement fréquenté par des étudiants qui déclarèrent que la voiture stationnait là depuis déjà plusieurs semaines. Au départ, la victimologie semblait différente. Rien n'indiquait que Stacey Gage avait un passé de prostitution. Toutefois, on émit l'hypothèse qu'elle aurait pu commencer à exercer comme travailleuse du sexe via des sites comme Craigslist ou Backpage. On envisagea cette possibilité parce que la signature du crime était extrêmement semblable à celle des autres meurtres. Interrogé à propos de la connexion éventuelle entre ce crime et les précédentes victimes, Mike Chitwood, chef de la police de Daytona Beach, déclara « Au vu des circonstances limitées, on a l'impression que ce crime pourrait être lié. Chaque fois qu'il s'agit d'une femme, c'est la première chose que nous vérifions. Y a-t-il ou non un lien ? Mais je crois que si vous regardez l'endroit et si vous regardez certains faits dont je ne peux pas parler, j'ai le sentiment que nous sommes peut-être sur la bonne piste. » Au début, les autorités évitaient de relier officiellement ces crimes afin de ne pas susciter la panique dans l'opinion publique. Pourtant, environ 3 semaines plus tard, la police de Daytona Beach annonça officiellement que l'assassin de Stacey Gage était lié aux autres meurtres. À mesure que la liste des victimes s'allongeait, ils réalisèrent qu'il fallait faire plus d'efforts pour traquer ce tueur en série. Ainsi, un nouveau pas fut franchi par les autorités. Avec la confirmation d'une 4e victime, une force spéciale fut créée pour traquer le criminel, connu comme le tueur de Daytona Beach. Cette force spéciale était composée de 4 enquêteurs de Daytona Beach et d'une dizaine d'agents spéciaux du département de police de la Floride. Le jour même de sa création, Mike Chitwood déclara ceci. « Je pense qu'il est l'un des nôtres. Nous suivons ce que dit le profil. C'est un type propre sur lui. Il est probablement marié, il peut avoir une petite amie, il a sans doute un travail, il est notre voisin, c'est quelqu'un avec qui nous allons à l'église. C'est quelqu'un qui en apparence est un être humain respectable et décent, mais au fond, il est là à s'en prendre aux femmes. Il les déshumanise. » Une opération d'envergure fut alors lancée et la collecte d'ADN s'intensifia. Ainsi, de nombreux conducteurs locaux furent priés de fournir des échantillons lors de contrôles routiers. Dans le cadre de cette opération, un médecin d'Ormond Beach fut arrêté avec une travailleuse du sexe dans sa voiture. Fait curieux, on retrouva dans le véhicule des menottes et une arme. Son ADN fut rapidement comparé à celui du criminel, mais ne s'avéra pas compatible.
Par ailleurs, alors que des centaines de tests étaient effectués, certains commencèrent à se révéler non concluants. L'opération dura de longs mois en 2008, mais le tueur semblait un fantôme et parvenait à déjouer de façon spectaculaire les enquêteurs. Le maigre bilan de l'enquête amena finalement à la mise en veille temporaire de la force spéciale. Le principal motif était le manque d'indices et l'évidence que le tueur en série avait cessé d'attaquer ou s'était simplement déplacé ailleurs. La situation en resta là jusqu'en 2010, lorsque le journal Orlando Sentinel publia un article à propos de dossiers non résolus en Floride. D'après le FBI, les 4 meurtres de Daytona Beach figurent parmi les 28 affaires en Floride qui demeurent non élucidées et qui sont liées à des meurtres en série. Le bureau soupçonne qu'ils ont été commis par des routiers longue distance. Cela inclut 10 ou 9 morts, SIC, le long du corridor de l'Interstate 4, entre Tampa et Daytona Beach. Cet article développait l'hypothèse selon laquelle ces 4 victimes n'étaient qu'une petite partie d'une zone bien plus vaste que ce qu'imaginaient les enquêteurs. À l'époque, on spéculait que les crimes de Daytona Beach pouvaient être reliés à un tueur en série inconnu, surnommé dans le texte le tueur de Long Gayman, nom incertain. 4 victimes lui avaient alors été officiellement attribuées. Compte tenu de la chronologie, certains enquêteurs étaient convaincus qu'il s'agissait du même individu, actif dans une zone différente. On soulignait en effet que le criminel avait sévi à Daytona Beach de décembre 2005 à février 2006, avant de n'y revenir qu'en décembre 2007. Tandis que le tueur de Jovan Gaylan, nom incertain, avait commencé en juillet 2007, fait une pause de 3 ans, puis tué à nouveau en 2010. Cet écart poussa certains à relier ces affaires, en supposant que le meurtrier voyageait de temps en temps pour frapper dans différents endroits, se montrant ainsi plus insaisissable que ne l'auraient cru les enquêteurs. Néanmoins, il était manifeste que les caractéristiques des 2 dossiers restaient trop différentes pour être officiellement rapprochées. Puis, le 7 mars 2016, le corps nu de Rachel Elizabeth Bay, 32 ans, fut découvert au bord d'une route dans la ville de Jupiter, en Floride. D'après le rapport du légiste, elle avait été étranglée et battue à mort. Sur la scène de crime, on nota que Rachel s'était probablement défendue contre son agresseur. Un prélèvement en ADN fut effectué sur le corps de la victime. Il s'avéra positif et concordait avec les échantillons du tueur en série de Daytona Beach. Cela indiquait qu'il avait de nouveau frappé, après une très longue période d'inactivité. Sans conteste, son retour suscita la peur au sein de la communauté locale. Toutefois, pour une raison inconnue, l'affaire allait entrer une fois de plus dans une longue phase de stagnation. Au fil des ans, la police de Daytona Beach confirma régulièrement dans les médias que l'affaire restait ouverte et que la traque se poursuivait. Elle laissa cependant entendre que le tueur ne résidait probablement plus dans la région de ses crimes. Durant cette même période, l'ancien profileur du FBI, Reggie McCreary, offrit son point de vue sur l'affaire. Selon lui, le criminel avait attaqué ses victimes en raison de problèmes personnels liés à sa sexualité déviante. Les prostituées représentent le sexe. Il y a chez lui un désordre sexuel qui provoque cela. Il est attiré par ces femmes pour un motif qui n'est pas seulement le sexe anonyme. Le chef de la police de Daytona Beach, Mike Chitwood, conclut en 2018 « Sur le plan génétique, nous savons qui il est. Nous avons des preuves ADN sur les lieux des crimes, alors nous continuerons à creuser. Tôt ou tard, nous ferons correspondre cet ADN à une personne réelle et nous mettrons un terme à tout cela. » À l'époque, une récompense de $20 000 fut offerte à quiconque détiendrait des informations menant à l'arrestation du criminel. Mais il fallut encore du temps avant que l'affaire ne progresse vers sa conclusion. Le 15 septembre 2019, les habitants de Floride furent surpris par les gros titres des journaux. Les nouvelles étaient claires et rassurantes. Après des années de recherche, un suspect potentiel avait été arrêté et relié au meurtre de Daytona Beach. Les autorités arrêtèrent ce criminel à Palm Beach, en Floride. Un homme de 37 ans accusé d'implication dans la mort de Rachel Bay en 2016. Il fut inculpé de meurtre au premier degré après que son ADN eût été comparé à celui prélevé sur la scène du crime. En somme, cela signifiait que son ADN correspondait à celui prélevé lors du meurtre de Laketa Gunther en 2005 et de Julie Green en 2006.
Par la suite, l'expertise balistique le relierait également à l'assassinat d'Ioana Patton en 2006. Le suspect fut transféré à la prison du comté de Volusia, où on lui notifia 3 chefs d'inculpation supplémentaires pour meurtre au premier degré. Lors d'une conférence de presse, la chef du département de police de Floride, Lori Napolitano, déclara qu'ils étaient remontés jusqu'au suspect, identifié comme Robert Tyrone Race, après avoir soumis son ADN à un programme permettant de dresser son arbre généalogique. Lorsqu'il fut placé sous surveillance, il put récupérer un mégot de cigarette qu'il avait jeté au sol. Les autorités ramassèrent cet objet, en extrairent l'ADN, et la comparaison s'avéra positive par rapport à celui retrouvé sur les scènes de crime. Mais qui était donc ce Robert? Robert naquit le 12 mars 1992 à West Palm Beach, en Floride. Il grandit dans une famille chaotique. Son père fut assassiné peu après sa naissance. Durant son adolescence, Robert fut victime d'agressions sexuelles de la part d'un membre de sa famille. Il était alors un peu en surpoids, ce qui faisait de lui la cible de moqueries et de harcèlement. Ses amis le décrivirent comme quelqu'un de sympathique, sincère et amateur de poésie. Dans son cercle social, on le connaissait sous le surnom de Squeak. Il menait une vie sexuelle active, participant à diverses fêtes et engageant des travailleuses du sexe pour des relations de groupe avec ses proches. En l'an 2000, Robert eut une petite amie, avec qui il eut un enfant. Pendant ses études supérieures, il s'orienta vers la justice pénale à la Bethune-Cookman University en Floride. Vers le milieu de 2005, il tenta de lancer sa propre affaire dans la restauration, mais ce fut un échec. Après cela, il s'écoula quelques mois jusqu'à ce que, en décembre de la même année, à 22 ans, il assassina Laketa Gunter. À l'époque, Robert fut interrogé parce qu'il avait acheté une Smith & Wesson de 40 quelques semaines avant le crime. Toutefois, il ne fut pas relié au meurtre, car on estimait que son profil ne correspondait pas. On recherchait principalement un homme blanc alors qu'il était noir. Son procès commença le 11 février 2022. Les procureurs tentèrent par tous les moyens d'obtenir la peine de mort. Il fut reconnu coupable des meurtres de Laketa Gunter, Julie Green et Ioana Patton. Au lieu de la peine capitale, il écopa de 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Actuellement, Robert attend encore son procès pour l'assassinat de Rachel Bay. En outre, on le soupçonne d'être impliqué dans la mort de Regan Kendall, 48 ans, en juillet 2006. Le corps de Regan fut démembré, puis retrouvé près du parc Al Silva, dans le comté d'Al Silva. Toujours en juillet de la même année, le cadavre de Kelly Lanfond, 37 ans, fut découvert dans le comté d'Orange, dans des conditions supposément liées au tueur en série de Daytona Beach. Ainsi, comme on l'observe dans la plupart des affaires de tueurs en série, le nombre exact de victimes demeure incertain. Le profil de Robert Tyrone Race relève de la catégorie de criminels qui transcendent les frontières raciales, en raison de leur signature. Autrement dit, peu importe l'origine de la victime, si elle est une travailleuse du sexe, elle sera exécutée d'une manière ou d'une autre. Dans l'esprit de Robert, commettre ces crimes était un moyen de prolonger son plaisir et de renforcer le contrôle qu'il parvenait à exercer. Il concrétisait ainsi ce qu'il estimait être le sort que ses victimes méritaient. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu.